Depuis la fin du 19e siècle, le Ouija ne cesse de fasciner. Il est vrai que son histoire est semée de morts étranges et c'est en discutant avec son ami imaginaire à l'aide d'un Ouija que la petite Regan McNeil, l'héroïne de L'Exorciste, ouvre la porte au démon qui va la posséder. Le film sorti en 1973 n'a pas seulement contribué à la célébrité du Ouija, mais en a fait un véritable instrument du diable. Auparavant, considéré comme un simple jeu ou moyen inoffensif de communiquer avec l'au-delà, le Ouija est devenu un terrifiant portail maléfique dans l'imaginaire du collectif, si bien qu'il est apparu dans des films d'horreur comme Apparence ou Paranormal Activity et qu'il en a inspiré d'autres comme Ouija les origines en 2016. Pourtant, ni le Ouija ni son usage n'ont beaucoup changé depuis sa première commercialisation en 1891. Le principe est très simple, une planche sur laquelle il figure toujours l'alphabet latin, les 10 chiffres, les mots oui, non et au revoir, tous toujours au même emplacement sur le plateau. Cette planche est accompagnée d'un objet en forme de goutte censé permettre à l'esprit de s'exprimer. Au moins 2 personnes y posent le bout de leurs doigts, formulent une question et regardent la planchette leur répondre en glissant d'elle-même sur le plateau. Certains y voient un phénomène paranormal, d'autres un phénomène scientifique lié à l'inconscient et d'autres une supercherie. L'histoire du Ouija est remplie de mystères mais aussi maculée de sang. Vous allez plonger avec moi dans des affaires sombres mais bien réelles où la Ouija en est la pièce maîtresse. Installez-vous confortablement, c'est parti pour un nouvel épisode d'Enigma. La première victime du Ouija sera William Fuld, officiellement son inventeur. Tout commence à la fin du 19e siècle, en 1848, lorsque le spiritisme se propage aux États-Unis, avec les sœurs Fox, qui affirment pouvoir rentrer en contact avec les esprits par l'intermédiaire de coups frappés. Relayés par les médias, leurs séances vont convaincre des millions d'Américains qui comptent allier christianisme et connexion avec leurs disparus. En 1886, on rapporte l'utilisation de plateaux dotés de lettres, de chiffres, et de planchettes dans des camps de spiritualisme de l'Ohio. Le premier à en tirer profit sera Charles Kennard qui fonde en 1890 la Kennard Novelty Company à Baltimore avec 4 autres investisseurs dont l'avocat spécialisé en droit de brevet Elijah Bond afin de fabriquer et vendre une planche similaire à celle utilisée dans l'Ohio. Pour décrocher l'accord du bureau des brevets, Elijah Bond va faire appel à sa belle-sœur Helen Peters qui est médium. Elle et sa planche de Ouija devront passer le défi de l'agent des brevets qui déplaie correctement son nom à lui censé être inconnu à Hélène. Elle passe le défi avec brio et la Kennard Novelty Company obtient son brevet en 1891. 2 ans plus tard, elle passe d'une seule usine à Baltimore à 6 dans le pays et 1 au Royaume-Uni. Le Ouija est un succès commercial mondial, mais Charles Kennard et Elijah Bond sont obligés de quitter la direction de l'entreprise. William Fuld, un de leurs employés, les remplace. Il sera la première victime de la planche en chutant du 3e étage de l'usine de Baltimore lors du remplacement d'un mât usé. L'usine que la planche leur a conseillé de construire durant une séance quelques années plus tôt. Il aura fait promettre à ses enfants juste avant sa mort, quelques heures plus tard à l'hôpital, de ne jamais abandonner la fabrication de Ouija. La chute de William Fuld est la première d'une série de morts violentes liées au Ouija aux États-Unis. Automne 1929. 2 femmes amérindiennes dans la réserve de Cattaraugus, dans l'ouest de l'État de New York près de Buffalo, font une séance de Ouija. Nancy Bowen, une guérisseuse de 66 ans, et Lila Jimerson, une enseignante de 36 ans, sont toutes les 2 très curieuses de savoir ce que cachait la mort du mari de Nancy, un guérisseur décédé récemment dans des circonstances très étranges. Une fois entrées en contact, elles demandent qui a tué son mari, et la goutte leur répond « Ils m'ont tué ». Les 2 femmes demandent donc qui, et la goutte répond cette fois-ci « Clotilde » avant d'épeler son adresse et sa description. Lila fait alors remarquer à Nancy qu'elle connaît une Clotilde, la femme du sculpteur Henri Marchand. Les jours passent et Nancy commence à recevoir de mystérieuses lettres d'une personne qui se fait appeler Madame Doulet, qui lui explique plus en détail la mort de son mari et affirme connaître des secrets sur ce qu'il s'est réellement passé. La série de lettres parle de sorcellerie, magie noire et de meurtre
et affirme que Clotilde est une sorcière qui a proféré un sortilège maudit contre Nancy et son mari. Une de ses lettres disait « Je sais quelque chose de secret, j'ai décidé que je ferais mieux de vous dire et de vous aider ce que je peux. C'est ce que je sais que Shirley Bowen a été tuée par une sorcière dans cette ville de Buffalo. C'était d'une Française. Elle a tué Charlie parce qu'il avait de bons médicaments à vendre en ville. Sa sorcellerie ne fonctionnait pas si bien, alors elle décida de le tuer. Elle en tue beaucoup d'autres Indiens et Blancs. Mais laissez-moi vous en dire plus. Elle a dit qu'elle a réparé une autre poupée de la même façon que cette femme et sa femme Nancy. Nancy prend ses lettres très au sérieux et est convaincue que Clotilde est la responsable du meurtre de son mari, mais également que la femme perverse envisageait de venir la chercher. 7 mars 1930 à Buffalo. Nancy, folle de rage et de peur, se présente à la porte de Clotilde Marchand, armée d'un marteau. Plus tard dans la journée, le fils Marchand rentre de l'école et trouve le corps de sa mère inanimé, frappé à mort avec un marteau et un chiffon imbibé de solvant enfoncé dans la gorge. Horrifié, le petit court jusqu'au musée d'histoire naturelle afin de prévenir son père. Le jour même, la police apprend que 2 Amérindiennes ont été vues en train de rôder autour de la maison des Marchands. Peu avant le meurtre, il s'agit bien évidemment de Nancy et Lila. Lors du procès, Nancy affirme qu'elle avait été contrainte de tuer Clotilde par des forces surnaturelles de la commission du Ouija. Henri Marchand avoue lors de ce procès qu'il se trouvait dans sa voiture avec Lila au moment du meurtre. Nancy l'ignorait, mais Lila et Henri entretenaient une liaison depuis 1922. Les autorités déduisent que Lila avait manipulé son amie afin de se débarrasser de sa rivale. Lila était tout de même acquittée et Nancy a purgé sa peine de prison. Quant à Henri, il s'était déjà remarié avec la nièce de son ex-femme assassinée. On ne sait pas exactement quelles forces ont pu ou non travailler par le biais du Ouija pour influencer le meurtre de Clotilde, mais ce n'est pas la seule fois où ce genre d'ordre sombre à tuer aurait émané d'une personne. 8 novembre 1933. Dorothy Irene Torley et sa fille de 15 ans Mattie débutent une séance de Ouija chez elle à Prescott, en Arizona. Au cours de cette séance, la goutte donne l'ordre à Mattie de tuer son père lorsqu'il aura fini de traire les vaches. Après la séance, Dorothy encourage même sa fille à le faire en précisant qu'on ne peut pas refuser un ordre du Ouija et que personne ne découvrirait le meurtre. Ernest rentre de la traite des vaches et commence d'autres tâches ménagères. Mattie prend un fusil de chasse et tire 2 fois dans le dos de son père. Il décède 2 semaines plus tard à l'hôpital. La mère et la fille sont arrêtées peu de temps après et nient être coupables. Mattie affirme même qu'il s'agit d'un accident. Elle déclare à la police qu'elle marchait derrière son père et qu'elle a tiré involontairement en trébuchant. Les autorités ne la croient pas car 2 coups ont été tirés et exactement au même endroit, puis Mattie avoue que le Ouija lui avait ordonné de tuer son père et qu'elle ne pouvait pas résister au pouvoir obscur. Au final, Mattie a été condamnée à une école publique de redressement et une libération conditionnelle 3 ans plus tard. Quant à la mère, elle a d'abord été condamnée à une peine de 15 ans à perpétuité, mais elle a été annulée en 1936 par la Cour suprême de l'Arizona et a donc été libérée. Un autre cas étrange s'est produit en 1987. Anthony Hall, 25 ans, sa petite amie Bunny Dixon, 16 ans, Daniel Bowen, 24 ans et Elizabeth Tone, 18 ans, est un groupe d'amis en Floride liés par le satanisme et une fascination pour l'occulte. Le groupe est régulièrement impliqué dans le lancement de sorts satanistes et la réalisation de rituels, mais c'est surtout Bunny Dixon qui est la plus impliquée dans l'utilisation du Ouija. Elle a affirmé à ses amis qu'un garçon de 10 ans nommé David l'a conseillé par l'intermédiaire de la planche de faire un voyage sur la route et sacrifier un automobiliste pour récupérer son argent. Le groupe accepte et part en direction de la Virginie où l'esprit aurait conseillé d'aller. Sur la route, Elizabeth et Bunny font de l'autostop pour attirer les victimes jusqu'au moment où un motard s'arrête pour les aider et c'est là que Daniel et Anthony surgissent. Ils prennent $120 dans le portefeuille du motard, le ligotent et le mettent dans le coffre de leur voiture pour le conduire dans une zone isolée au nord de Daytona Beach. En arrivant, Bunny grave une croix inversée sur la poitrine du motard avec un couteau afin de le marquer en sacrifice, puis Daniel et Anthony tirent sur l'homme à 7 reprises, à la tête, au cou et au torse. Ils remettent son corps dans le coffre, puis le jettent dans une zone boisée isolée de l'Interstate 95. Daniel et Elizabeth regrettent leurs actes et contactent les autorités et avouent être les témoins d'un meurtre effroyable. Anthony a affirmé à la police qu'il était sous l'influence d'un sombre sort satanique tissé par Bunny et son esprit du Ouija. Le groupe a été reconnu coupable de crimes comprenant enlèvement, vol, cambriolage et meurtre.
On répertorie énormément d'affaires comme celle-ci jusqu'à aujourd'hui. Certains y verront de la tromperie, d'autres des phénomènes paranormaux, mais certains scientifiques pensent au pouvoir de l'inconscient. Sidney Phelps, chercheur de l'Université de Colombie-Britannique, a décidé de se pencher sur le Ouija après avoir observé des étudiants utiliser la planche à une soirée d'Halloween. Durant cette soirée, Sidney leur explique le fonctionnement avant de partir. À son retour, les étudiants sont encore en pleine séance et ils remarquent qu'ils sont totalement subjugués par les réponses du Ouija. Sidney Phelps s'est alors demandé si nos mouvements musculaires inconscients ne disaient pas quelque chose de notre savoir inconscient. Avec Ronald Rensig, professeur de psychologie et de sciences informatiques, et Hélène Gouchou, chercheuse en psychologie, il met au point une première expérience avec un robot. Lors des expériences, les chercheurs disent aux participants que le robot mime les mouvements d'une personne placée dans une autre pièce, de manière à ce qu'ils croient ne pas être les seuls à contrôler le Ouija, alors qu'en fait le robot ne fait qu'amplifier les mouvements du groupe. Les participants doivent répondre à des questions fermées. Quand ils n'utilisent pas le Ouija, leur taux de bonne réponse est de 50%, mais lorsqu'ils l'utilisent, ce taux atteint 65%. Selon Sidney Phelps, cela implique que notre inconscient est beaucoup plus que nous le pensons. Pour les expériences suivantes, Sidney et Ronald ont dû abandonner le robot à cause d'un problème technique. Dans cette nouvelle expérience, le robot est remplacé par un complice des chercheurs. Il bande les yeux des participants et le complice retire ses doigts de la goutte afin de créer les conditions du mode pilote automatique voulu afin de faire croire aux participants qu'ils ne sont pas les seuls à contrôler la séance. Sidney explique qu'en général, les participants continuent d'accuser le complice de bouger la planchette et que ça prouve que les gens sont vraiment convaincus qu'ils ne sont pas responsables de leurs mouvements. Est-ce que cela signifie que certains meurtriers ayant prétendu obéir à des forces occultes à travers le Ouija peuvent être considérés comme sincères sans qu'ils ne souffrent de troubles psychiatriques pour autant? Sidney explique que l'inconscient a beau être puissant, il ne peut réaliser qu'un nombre d'actions limité et que la prise de décision n'en fait pas partie. La prise de décision est un processus conscient, mais néanmoins si la personne n'assume pas l'action qu'il a décidée, il peut inconsciemment chercher à s'en décharger et très sincèrement croire à sa propre innocence. Toute force surnaturelle, que ce soit un esprit démoniaque ou une autre force, est un complice idéal selon Sidney. Pour lui, le Ouija peut favoriser de réelles avancées scientifiques en nous permettant d'explorer des savoirs et des processus cognitifs dont nous n'avons même pas conscience. Donc selon vous, le Ouija ouvre les portes du surnaturel ou tout simplement les limbes de notre cerveau? N'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires et je n'hésiterai pas à en discuter avec vous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche en haut à droite. Et si vous aimez les affaires très étranges, vous avez juste à cliquer en dessous et vous retrouverez plusieurs affaires sombres et inexpliquées. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Enigma.